Mesdames et messieurs, cette année, le Barça a joué à la maison contre Las Palmas, n'a pas gagné. Cette année, le Barça a joué à la maison contre Leganés, n'a pas gagné. Ce dimanche, on affronte le FC Valence, qui est également un club mal classé de cette Liga. Et on espère réellement que le Barça va remettre les pendules à l'heure. Il va faire comme au début de saison, battre un adversaire sur le papier beaucoup plus faible que lui à domicile. Valence, les amis. C'est triste ce qui est en train de devenir ce club d'année en année qui s'enfonce de plus en plus dans ce championnat espagnol alors qu'avant ils jouaient tout le temps le top 4, qu'avant ils allaient loin en Europa League. Ça a totalement changé. Actuellement, le FC Valence est 19e de cette Liga. 19e, je ne sais pas si on se rend compte la catastrophe que c'est pour ce club, pour cette ville importante d'Espagne. C'est monumental. En plus d'être 19e, c'est une équipe qui a marqué seulement que 19 buts cette saison. Il n'y a que deux équipes qui ont fait pire, c'est Getafe et la Real Sociedad. C'est d'ailleurs très bizarre que la Real Sociedad ait si peu de buts et aussi bien classée. Mais bon, ça prouve qu'elle a une très bonne défense. Mais du côté de Valence, ouais, c'est vraiment pas une bonne saison. Alors dernièrement, ils essayent un tout petit peu de relever la tête, notamment à travers le match que vous avez peut-être suivi contre le Real Madrid, qui perdent à la dernière minute, dans lequel, bien évidemment, ils ont des gros temps faibles et le Real est largement supérieur à certains moments. Mais à d'autres moments, ils ont mis en difficulté le Real Madrid et ils perdent justement, encore une fois, qu'à la dernière seconde. Donc à travers ça, ils se sont quand même un tout petit peu remis en lumière et puis surtout leur dernier match contre la Real Sociedad justement dont on vient de parler, qu'ils ont gagné 1-0. Sur les tout derniers matchs, on est donc un tout petit peu sur une remise à niveau du FC Valence, mais c'est une équipe qui reste 19e du classement. Voilà, tout simplement. C'est une équipe qui, peut-être à travers son ego historique, entre guillemets, d'anciens grands clubs, à certains moments va pouvoir se surpasser dans des grandes rencontres. À travers également certaines individualités, leur gardien Mamardashvili, que vous connaissez certainement, excellent, un des meilleurs gardiens de ce championnat de Liga, qui peut amener cette équipe à des sommets si dans un match il a décidé qu'il n'allait pas avoir de but. On peut avoir Pepe Lou aussi au milieu de terrain, qui peut être un joueur qui peut réellement enquiquiner tout un bloc du milieu pour une équipe adverse. Et ensuite Hugo Duro en numéro 9, qui est également un attaquant qui, s'il est dans un grand soir, peut très largement enquiquiner une défense centrale. Mais dans l'absolu, dans la continuité, c'est une équipe qui a du mal. Alors bien évidemment, on va la respecter parce qu'on respecte n'importe quelle équipe. On va pas la prendre de trop haut, mais c'est un match à la maison contre un 19e du championnat. Ça arrivera plus trop souvent cette saison d'avoir cette possibilité d'essayer un tout petit peu de faire tourner. On va en parler juste après. Il faut quand même le prendre en compte sans, encore une fois, ne pas respecter notre adversaire. Côté FC Barcelone, maintenant, mesdames et messieurs, on sort de ce match totalement fou, encore une fois, contre Benfica. On en a parlé dans le débrief, on en a parlé en FAQ. Et bien évidemment, là, on essaye un petit peu de prendre un peu plus de hauteur par rapport au match qu'on a vu et on essaye de dissocier deux choses. La première chose, qui est un Barça qui a gagné à travers une remontée. Je ne vais pas appeler ça une remontada parce que pour moi, une remontada, c'est 4 buts d'écart, donc on n'est pas encore là-dessus. Mais une vraie remontée qu'on n'avait plus l'habitude de voir du côté du FC Barcelone. Ces dernières années, quand on regardait le Barça perdre d'un but, perdre de 2 buts, on disait on va peut-être essayer de viser le match nul, mais on voyait moins, on visualisait moins ce FC Barcelone carrément capable de gagner le match à la toute fin comme on l'a fait sur le buzzer beater. Là, c'est quelque chose d'un tout petit peu nouveau. Ça fait réellement plaisir de voir un Barça qui est capable de faire ça. Match totalement fou à la fin, joie immense à la fin. Il faut cependant dissocier ça, cette joie, cette émotion qu'on a eue, du contenu global qu'on a vu pendant 90 minutes du FC Barcelone, qui collectivement et individuellement n'était vraiment pas fameux. Tout d'abord, d'un point collectif, je trouve qu'on avait un Barça dans le bloc défensif qui n'était pas du tout bien ajusté, c'est-à-dire qu'on se faisait trop balader par Benfica d'un côté ou de l'autre. Ils allongeaient couloir opposé, nous on était totalement des mètres en retard par rapport à ça, donc notre activité défensive, je trouve, n'était pas performante. Et en plus, balle au pied, je trouve que le Barça, au moment où on était encore dans le match, a trop forcé des fois des coups de rapidité, a trop, je trouve, été dans la nervosité à un certain moment dans le match et n'a pas montré assez de calme et de temporisation à des moments où on en aurait eu besoin. Donc ça, c'est sur la production collective. Mais ensuite, sur la production individuelle, on l'a noté dans le débrief juste après le match, il y a eu des cas qui ont vraiment été catastrophiques. Szczęsny, en premier lieu, ça a été très compliqué pour lui. Donc j'ai déjà
tiré 5 minutes sur lui dans le débrief, donc je ne vais pas continuer. Mais même s'il fait l'arrêt sur Di Maria, c'est lui qui tue, entre guillemets, notre équipe avant qu'on ait la possibilité, peut-être plus tôt dans le match, de revenir. Ensuite, Lewandowski en attaque, donc tout à fait de l'autre côté du terrain, qui techniquement a été très mauvais, qui n'a pas du tout été utile dans le jeu, qui n'a pas pesé dans la surface adverse. Et ça fait plusieurs matchs qu'on dit la même chose sur Lewandowski, donc c'est compliqué. Araujo, qui a été, je veux dire, balle au pied, aussi un joueur qui a montré certaines lacunes. On voit réellement une grosse différence avec Inigo Martinez. Et oui, dans ce Barça de flics, le défenseur central a grandement besoin d'être un joueur qui soit important à la relance. Et ensuite, deux autres attaquants que sont Lamine Yamal, qui, on va le dire, s'est fait manger en 1 contre 1, qui a littéralement perdu son duel face à Carreras, qui s'est fait manger. Voilà, tout simplement, Lamine Yamal s'est fait bouffer sur son côté. Ça va le faire grandir, certes, mais il a perdu son duel. Et de l'autre côté, Rafinha, qui, oui, est notre sauveur. Mais encore une fois, il faut dissocier le fait que ce soit notre sauveur, mais que son contenu pendant 80 minutes, il n'était pas au rendez-vous, qu'il n'a pas apporté dans le jeu du Barça, que ce soit dans les propositions, que ce soit balle au pied. Rafinha n'a pas aidé à déstabiliser le bloc de Benfica. Donc beaucoup de lacunes collectives et individuelles qu'il faut aborder de la même manière qu'il faut aborder ce super côté positif de cette victoire d'un Barça qui a su remonter une situation qui était très compliquée et qui, au moral, au forceps, au mental, a réussi à gagner un match dans lequel précédemment peut-être on aurait peut-être plus vite abandonné. Autre point à aborder côté FC Barcelone dans l'actualité un petit peu du moment, c'est la prolongation de Araujo. Je ne vais pas faire de vidéo exprès sur le sujet, donc je profite de cette vidéo pré-match pour en parler. Araujo qui signe, mesdames et messieurs, jusqu'en 2031. Avec un salaire brut de 15 millions annuels. Ça devient l'un des défenseurs centraux les mieux payés du monde. Tout de suite, boum, on augmente du côté d'Araujo. Alors moi, quand je vois ça, je me dis c'est peut-être un tout petit peu risqué. On est sur un joueur qu'on renouvelle donc pour 6 ans, enfin il va encore rester jusqu'au club, il a encore un contrat jusqu'en 2031, à un salaire qui est faramineux. Alors il y a ce délire de clause libératoire si le joueur n'est pas content. Donc maintenant on donne le pouvoir à un joueur s'il n'est pas content d'activer cette clause libératoire qui va permettre à d'autres clubs de pouvoir l'acheter plus facilement. Ok, maintenant faut-il encore que les clubs qui veulent le recruter, ils payent quand même cette indemnité de transfert et qu'ils payent également son salaire. Il ne voudra pas diminuer son salaire. Donc ça va être énorme si Araujo devient un joueur qui n'est plus entre guillemets important dans le collectif et dans l'équipe type. Tu as un joueur donc qui va être considéré comme un statut de remplaçant qui te coûte 15 millions annuels et qu'on va avoir beaucoup de mal à faire sortir de club si ses performances sont mauvaises. Si Araujo devient un joueur qui n'est plus très bon, on va avoir les mêmes problèmes qu'on a eu récemment avec l'anglais. Le joueur il va être là, confortablement assis dans son fauteuil. Moi je suis payé 15 millions bruts annuels. Il n'y a aucun club qui va venir le chercher puisque ses performances elles vont pas être bonnes. Et là on se tape un mec qui va nous coûter bonbon chaque année pour un rendement qui n'est pas présent. Alors bien évidemment, ça c'est le cas de figure le plus dramatique, c'est le cauchemar. On peut être sur un cas totalement opposé où Araujo retrouve une vraie sérénité, devient un réel leader de cette défense centrale avec le capitana et explose tout. Ça peut arriver de la même manière. Mais quand bien même la situation actuelle, au moment où on renégocie ce contrat, ce n'est pas réellement celle-ci, parce que la tendance actuelle, c'est une fin de saison de l'année dernière qui n'est pas bonne du côté d'Araujo, et je ne parle pas que du match contre le PSG, je parle de toute la fin de saison dernière, à partir du moment où justement à ce délire contre le Paris Saint-Germain, il ne s'est pas remis en question. Je parle d'un joueur qui a jamais avoué en commentaire, dans un post, etc., s'être trompé, avoir fait une erreur. On parle d'un joueur également qui a fait longtemps miroiter un possible transfert à droite, à gauche, justement pour ce renouvellement de contrat, et qui même encore en Super Coupe d'Espagne était là à dire à Lewandowski ouais moi je sais pas, je vois pas trop si je suis remplaçant, restez ici. On est aussi face à un Araujo qui dans ce Barça version flic montre pour l'instant certaines lacunes. Donc je veux dire à l'instant T, il peut quand même y avoir des doutes autour de cette prolongation qui quand même montre beaucoup de points positifs pour Araujo, mais qui peut très vite fait aussi mettre le Barça en grande difficulté. Et enfin, avant d'arriver sur le 11 type que je propose pour ce match-ci, on en revient un petit peu plus au contexte actuel du FC Barcelone. On arrive sur un Barça qui va enchaîner plein de matchs là d'affilée, tous les 3-4 jours avec la Coupe du Roi, avec cette fin de Ligue des Champions, etc. Vous allez voir, c'est tous les 3-4 jours. Mais là, il y a une série surtout de 2 matchs qui est intéressante parce que je crois qu'elle va créer un tout petit peu de débat dans la communauté FC Barcelone, qui est ce match contre Valence, ce match contre l'Atalanta. Beaucoup de gens vont dire qu'il faut absolument faire reposer les gens contre Valence parce que là, tu vois pas mal de joueurs, surtout au milieu de terrain et même en défense et en attaque qui sont un petit peu fatigués du côté de Barça. Et contre l'Atalanta, on remettra une équipe type. C'est important pour la Ligue des Champions. Il faut quand même rester dans les 2 premières places pour pas avoir Liverpool dans la même partie de tableau sur cette phase finale de Ligue des Champions. Il y a des gens qui vont avoir cet argumentaire-là.
Et il y en a d'autres qui vont dire, bah non, on sait déjà qu'on est dans le top 8 de Ligue des Champions, qu'on est qualifié pour les huitièmes de finale, c'est pas très grave si on n'est pas dans les deux premiers, autant profiter du match contre l'Atalanta pour faire souffler. En revanche, en Liga, on a plein de points de retard sur le Real Madrid et sur l'Atlético Madrid, il faut absolument gagner ce week-end contre Valence, donc il faut mettre absolument l'équipe type contre Valence. Donc je pense que ça va créer une petite division au sein de la communauté FC Barcelone, et moi je vais pas rentrer dans ce jeu-là, pourquoi? Parce que je pense qu'il faut faire une mini-rotation dans les deux matchs. Voilà, je sais que ça va saouler certaines personnes, mais je pense qu'on peut faire un tout petit peu de rotation contre Valence et en faire également contre l'Atalanta. Toujours dans une optique déjà de faire souffler des cadres, et je pense encore une fois qu'à la maison contre le 19e du championnat, je respecte énormément Valence, mais si à la maison contre le 19e du championnat, tu peux pas te permettre de faire minimum 2 rotations, je pense que c'est grave. Profitez de ça, profitez également du fait justement qu'on soit d'ores et déjà dans le top 8 de la Ligue des Champions pour faire aussi une mini rotation contre l'Atalanta, mais ne pas prendre un match, que ce soit l'un ou l'autre, pour un match dans lequel on va faire une rotation totale de 10-11 joueurs. Fut un temps, au FC Barcelone, on arrivait, vous vous souvenez, dans les phases de Ligue des Champions, au moment où il y avait 4 équipes, très souvent, des années 2009 à 2015, on était numéro 1 de cette phase de poule et la dernière journée, on mettait carrément l'équipe C et l'équipe D. Toute l'équipe, elle dégageait. Les 11 joueurs, ça changeait. Mais c'était une dynamique qui était différente parce que sur ces saisons-là, on mettait tout le temps le même 11 type, tout le temps le même 11 type. Cette année, on a dit, les joueurs que composent ce 11 type du FC Barcelone, ils sont pas habitués à jouer autant de matchs. Il faut avoir un petit peu plus de gestion par rapport à ça. La conclusion de ça, c'est donc de dire, oui, il y a certains joueurs qui ont besoin de souffler. Mais en plus de ça, il faut éviter de faire un changement radical dans un match parce que tu vas pas mettre en confiance les joueurs qui vont rentrer. On l'a dit et je le dis depuis pas mal de semaines maintenant. Si tu veux mettre par exemple un Fermin Lopez, un Pablo Torre, un Frenkie de Jong, mets-le à côté de joueurs qui eux sont en confiance. Mets-le dans une équipe qui peut possiblement être performante. Imaginons, on prend l'exemple. Allez, on met l'équipe C face à l'Atalanta parce que c'est pas important de gagner. Imaginons, on prend ce parti-ci. Ça veut dire qu'on va mettre plein de joueurs, on va mettre Pablo Torre en même temps que Fermin Lopez, en même temps que Frenkie de Jong, en même temps que Eric Garcia, en même temps que Gérard Martin, en même temps que tous ces joueurs-ci, ils vont tous jouer en même temps, ils n'auront pas de repères, on jette le match. Alors peut-être qu'on pourra le gagner contre l'Atalanta, mais si on fait ça, on jette le match contre l'Atalanta, on n'en a rien à faire. Alors autant, si on fait jouer des remplaçants, les mettre dans un cadre qui leur permette réellement de s'épanouir, de s'améliorer, de prendre en confiance et pas juste de rentrer dans une optique de donner du rythme et c'est tout. Donc moi je suis pour essayer un tout petit peu de faire de la mini-rotation contre Valence, également de la mini-rotation face à l'Atalanta, sans en faire trop, mais en faisant un peu quand même. Et donc mesdames et messieurs, après ces belles paroles, on arrive au 11 du FC Barcelone. Je mets au gardien, mesdames et messieurs, Iñaki Peña. Est-ce que j'ai besoin encore aujourd'hui, après ce qui s'est passé contre Benfica, d'argumenter? Je n'argumente plus. Voilà, je pense qu'on a tous compris ce qui s'est passé. En défense, je mets la défense type. Vous voyez, je garde quand même une petite défense type avec un Koundé, Baldé sur les côtés, Araujo, Cubarsí. En défense centrale, Araujo, il va falloir commencer à prendre un petit peu plus en confiance, en assurance, parce que Christensen, je ne le mets pas sur le match parce que j'arrive pas à le concevoir déjà titulaire alors qu'il n'a même pas joué quelques minutes face à Benfica. J'attendrai peut-être le match d'après contre l'Atalanta pour qu'il commence à avoir un rôle, pourquoi pas de titulaire. On en parlera s'il a des minutes contre Valence, mais attention à Araujo. Peut-être se remettre un tout petit peu en question par rapport aux performances. Sur le volet milieu de terrain, c'est là que ça va bouger de mon côté avec un milieu de terrain Pedri, De Jong, Pablo Torre. Alors Pedri, je le laisse. L'objectif, ça serait bien qu'à la 60e, 70e, il puisse être changé, mais je le garde un petit peu. Frenkie de Jong, j'aimerais bien le voir titulaire. Voilà, il n'était pas titulaire contre Benfica. Les dernières fois, quand il est rentré en jeu, je trouve qu'il a vraiment montré de bonnes choses. Ça reste pas encore le grand De Jong, c'est normal, il prend en rythme, etc. Mais c'est plutôt positif. On est sur une tendance positive autour de Jong et j'aimerais bien là profiter d'un match contre le 19e à la maison pour le faire jouer titulaire et vraiment montrer sur un match dans son entièreté qui peut réellement apporter à cette équipe. Et ensuite Pablo Torre, je trouve sur les fois où on l'a vu qui mérite d'avoir certaines minutes et que là en tant que numéro 10, Gavi a besoin un tout petit peu de repos, même si Gavi n'est pas numéro 10 pour moi, mais bon, on essaye un petit peu trop de résumer le tout, mais dans cette idée du milieu le plus haut possible, Gavi un petit peu fatigué. Dani Olmo, au moment où je tourne la vidéo, il est même pas encore sûr d'être disponible et même s'il est entre guillemets et qu'il a le feu vert, pour moi il ne sera pas à 100% pour débuter le match. Donc Pablo Torre reste une solution qui me convainc pour l'instant. Et ensuite en attaque, je vais mettre Lamine Yamal en tant qu'il est droit, qui doit un petit peu se racheter une toute petite confiance par rapport à la contre-performance qu'il a fait contre Benfica. Lewandowski,
je laisse Lewandowski, mesdames et messieurs. Vraiment parce qu'il n'y a pas Dani Olmo numéro 9 et qu'il n'est pas présent. S'il y avait Dani Olmo, tous les jours je mettais Dani Olmo numéro 9. Pau Victor, c'est une grande possibilité aussi. J'y ai longuement réfléchi, mais je me dis, ok Lewandowski, je te laisse une chance contre une équipe faible de Liga pour montrer que tu es capable de hausser ton niveau de jeu aussi dans ce genre de match. Donc je laisse Lewandowski. Et ensuite, dans le demi-espace gauche, pas ailier gauche, demi-espace gauche, je mets un Fermin Lopez pour reposer Rafinha. Voilà, Rafinha aussi, il a besoin d'un tout petit peu de souffler, il pourra être titulaire après contre l'Atalanta, mais là, Fermin Lopez, un petit peu besoin de temps de jeu, dans ce rôle qui, selon moi, lui conviendrait parfaitement, demi-espace, deuxième attaquant qui prend la profondeur quand justement Lewandowski va décrocher, ça peut être super pour lui et j'espère que ça va le remettre d'équerre pour cette deuxième partie de saison où il va rester important. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour mon 11, vous l'avez vu, de la mini-rotation incarnée par Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Pablo Torre, c'est tout, 3 joueurs face au 19e de Liga. J'espère que ça peut le faire à la maison. Voilà, ensuite, ne pas prendre de trop cette équipe de Valence. On l'a dit dans l'introduction, Leganés, Las Palmas à la maison, on n'a pas gagné. Donc là, ne pas refaire les mêmes erreurs. S'il vous plaît, le Barça a gagné. Comme ça, tous les délires de équipe faible face aux faibles, ça s'arrête. Au début de saison, on jouait des faibles en Liga, on les battait. Encore une fois, chaque match, chaque contre-performance a son contexte, a son explication. Ce n'est pas une fatalité de ne pas être bon contre les faibles. Et franchement, j'y crois. Je crois à ce Barça qui, dans le jeu, dans le contenu, peut réellement faire de très bonnes choses et qui va dominer ce FC Valence, même s'il fait un tout petit peu de rotation. Maintenant, à vous de jouer, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce 11, à me dire vous, le 11 que vous attendez du FC Barcelone pour ce match contre Valence. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt, justement, pour la réaction de ce match. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée. Quand est-ce que vous regardez cette vidéo? À tout bientôt. Ciao.